Bonjour, je m'appelle Vincent Guipon, chercheur au Centre des matériaux de l'École des mines de Paris. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du cold spray, que l'on considère comme un procédé émergent dans le cadre de la filière de fabrication additive. Donc le cold spray, ou projection dynamique par gaz froid, peut intervenir pour la fabrication directe avec un apport de matière à l'état solide, c'est-à-dire sans fusion, et c'est une des principales caractéristiques de ce procédé. Parmi les procédés de fabrication additive, le cold spray se situe dans un domaine assez particulier où l'on peut obtenir des taux d'apport de matière, c'est-à-dire la quantité de matière déposée par unité de temps assez élevée, typiquement de plusieurs kilogrammes à l'heure avec des pertes assez limitées, puisque dans certains cas de matériaux et de conditions de projection optimisées, on peut atteindre des rendements de matière proches et supérieurs à 90%. En revanche, ces rendements de fabrication se font au détriment de la finesse des détails par rapport aux autres procédés de fabrication additive, comme le laser. Ceci est essentiellement dû à l'utilisation d'une buse de projection dont l'ouverture conduit à des jets de poudre de taille centimétrique. Ce procédé utilisé au départ pour la création de revêtements fonctionnels est actuellement fortement employé dans le domaine de la réparation et aussi de plus en plus dans celui de la fabrication directe de pièces, comme celle montrée sur cette figure, qui illustre certaines possibilités dimensionnelles et géométriques de la fabrication additive par cold spray. Dans cet exposé, je vais essayer de vous montrer quelles sont les particularités du procédé en lien avec les équipements et les matériaux, ses avantages et ses limites par rapport aux phénomènes physiques qui régissent un apport dynamique et incrémental de poudre projeté à l'état solide. Le procédé cold spray est une méthode de dépôt par projection de poudre micrométrique. L'apport de matière est opéré en milieu ouvert par le biais d'une buse de Laval qui utilise un gaz inerte chauffé et sous pression, comme l'azote, l'hélium ou l'air, de vitesse supersonique. Les vitesses des particules peuvent varier de 300 à 1000 mètres secondes selon la nature, la température, la pression des gaz et la géométrie de la buse. L'accélération de la poudre est produite dans la zone divergente de la tuyère et le substrat est disposé entre 1 et 4 cm de la sortie. Il existe deux types de dispositifs cold spray selon la pression maximale du gaz admis et la position de l'injecteur de poudre en amont ou en aval du col de la tuyère. Le dispositif basse pression sont moins onérés et beaucoup plus maniables, mais sont limités aux matériaux très ductiles. Les dispositifs haute pression donnent des vitesses d'impact plus élevées pour projeter des matériaux moins ductiles, améliorer l'adhérence, la cohésion et la compacité des couches projetées. Le cold spray est particulièrement adapté aux métaux ductiles, l'aluminium, le cuivre, le zinc, le titane, nickel, l'argent, tantal, comme matériaux purs, et quelques alliages comme les bases fer, bases nickel, bases titane, certains bases cuivre. Chaque particule de poudre est soumise à une déformation plastique sévère, selon la vitesse et la température à l'impact, puis lors des impacts successifs des autres particules lors de la montée en épaisseur. Ce procédé permet d'obtenir des dépôts denses, exempts d'oxyde. Pour illustrer les possibilités et les environnements de fabrication pour la fabrication additive par cold spray, deux exemples. Le premier relatif à l'emploi d'une machine intégrée, SPI 3D, pour laquelle la buse est fixe et la pièce à construire sur une plaque support est en mouvement sur un robot. Ici dans le cas d'une hélice réalisée en alliage d'aluminium ou de cuivre. Dans ce cas, le débit de matière est constant et c'est la vitesse relative buse-objet qui détermine l'épaisseur déposée localement en fonction du temps. En cold spray, il y a aussi un paramètre important qui va jouer sur les conditions d'apport de matière. C'est l'angle d'incidence qui conditionne la vitesse d'impact et donc le rendement de dépôt. C'est pour cela que l'on préférera toujours des angles de 90 degrés, comme c'est le cas ici de la fabrication d'un réseau de raidisseurs orthogonaux en aluminium, acier inox ou alliage de titane. On note qu'à l'endroit des recouvrements de murs, la vitesse du robot est accélérée et que cette fois, c'est la pièce qui est fixe, tandis que c'est l'équipement cold spray haute pression qui se déplace à l'aide d'un robot. Il existe des cas industriels où la buse et l'objet peuvent se mouvoir de manière synchronisée. Ces exemples montrent également qu'il est possible de réaliser des pièces de grande dimension avec des temps admissibles industriellement. La fabrication directe par cold spray peut conduire à des formes plus fines si l'on combine la fabrication additive avec un usinage, comme c'est le cas avec une machine 5 axes intégrée avec un dispositif cold spray. Ceci est particulièrement avantageux pour la fabrication de pièces aux cotes et également pour produire des pièces constituées de plusieurs matériaux. C'est illustré ici dans un cas particulier de réalisation d'une pièce avec des canons internes de refroidissement.
Dans ce cas, des sillons préalablement usinés sont remplis d'un premier matériau par cold spray, puis, après surfaçage, la surface est recouverte d'un dépôt épais d'un second matériau homogène au matériau de base. Ensuite, les canaux internes remplis d'un premier dépôt seront finalement rendus vides par une simple dissolution à l'eau. L'observation des particules de poudre isolées après impact permet d'aborder la phénoménologie du cold spray et les modifications de la matière sous l'effet d'un impact dynamique. La particule déformée en forme de parachute montre la présence de déformations longitudinales, avec la présence de macles ici pour une particule de titane. Et en général, on observe également des résidus de déformation dus à l'éjection de métal sur le pourtour de la particule, en lien avec le contact à l'interface entre la particule et le substrat. En lien avec ces phénomènes de jetting à l'interface, on peut mettre en évidence des bras de métal étirés qui correspondent à des zones fortement déformées, qui conduisent à des lésions métallurgiques à l'origine de l'adhérence. En raison de l'angle de contact, celles-ci sont localisées sur le pourtour, comme on peut le voir sur un cratère après rebond d'une particule. Sur l'image de gauche, on peut voir l'impact et la déformation engendrée par une seconde particule isolée, qui témoigne du phénomène de l'impact particule-particule, qui peut être différent du phénomène d'impact particule-substrat. À droite, on voit que la déformation finale d'une particule au sein d'un dépôt est le fruit du cumul de ces déformations, révélées ici par un tag chimique avec une zone à cœur et un pourtour sous la forme d'une bande de matériaux fortement écrouée, qui ne permet plus d'isoler facilement l'interface initiale. Dans le cas du cold spray, on considère le processus d'adhérence par le biais du cisaillement adiabatique relatif à la matière soumise localement à des vitesses de déformation très élevées, qui va conduire à de la déformation plastique importante et de l'écrouissage. Tout d'abord, on considère un allongement avec rupture des films d'oxyde qui permettent alors un contact frais métal-métal dans les zones exemptes d'oxyde. La déformation plastique et viscoplastique conduit alors à du cisaillement adiabatique à travers une augmentation de la température qui devient très locale au-delà d'une valeur de chargement critique. La matière devient très déformable sous l'effet de la température, d'où la formation d'un jet de matière et dans certains cas la possibilité d'une fusion localisée. Et l'on peut même avoir un adoucissement local par effet de recristallisation dynamique, toujours en lien avec cet échauffement adiabatique. On définit alors une notion de vitesse critique à travers l'activation de ce phénomène de cisaillement adiabatique. Si on modélise l'impact de particules par élément fini, en utilisant une loi empirique comme celle de Johnson-Cook, qui relie la contrainte et les déformations, avec un second terme relié à la vitesse de déformation et un troisième qui dépend de la température, on voit qu'au-delà d'une certaine vitesse d'impact et au bout d'un certain temps dans le processus d'impact, la déformation et la température augmentent simultanément, témoignant ainsi d'une instabilité de cisaillement adiabatique que l'on relie à une notion de vitesse critique. Pour un même matériau et des vitesses d'impact identiques, cette instabilité dépend également du diamètre de la particule, comme c'est illustré ici pour une particule de 5 microns à gauche et de 15 microns à droite. L'instabilité est révélée par le pic de température observé ou non sur ces figures. Pour compléter cette notion de vitesse critique, celle-ci peut être calculée à partir d'une notion de rendement de dépôt. On définit alors la vitesse critique comme la vitesse d'impact pour laquelle on obtient un rendement de 50%. On voit alors sur la figure de gauche que cette vitesse critique est d'autant plus élevée que la particule est petite. Tandis que si l'on établit un rapport état de la vitesse d'impact sur cette vitesse critique, on peut généraliser, comme c'est montré sur la figure de droite, indépendamment du diamètre de particule, en choisissant une valeur de ce ratio état en fonction du rendement de dépôt. Bien entendu, plus cette valeur est élevée, plus le rendement est élevé. Les travaux de Hassani, avec un lanceur de particules isolées, ont permis de visualiser des impacts et de mesurer une vitesse d'impact pour des particules de diamètre connu et une vitesse de rebond quand la particule n'est pas adhérente. On constate par ailleurs sur cette vidéo que les éjectats de métal peuvent être visualisés lors de l'impact. En mesurant le rapport de vitesse de rebond sur la vitesse d'impact, on voit que l'on peut déterminer alors une vitesse critique en lien avec ce rapport mesuré. Cependant, ce genre d'expérience ne prend pas en compte la température de la particule et les effets du gaz propulseur sur la vitesse en conditions réelles de cold spray. À partir des conditions d'impact et sous réserve d'atteindre une vitesse suffisante, la distribution en vitesse et en nombre des particules dans le jet
ainsi que l'influence de l'angle d'impact sur le rendement de dépôt, permet de comprendre l'allure triangulaire d'un cordon unitaire et les stratégies cinématiques qui en découlent, que ce soit sur un substrat plan ou non, ou de forme cylindrique en révolution. Ces stratégies et les formes 3D qui peuvent être construites reposent sur cette géométrie triangulaire élémentaire du cordon déposé, qui est très bien définie spatialement. Cette particularité permet d'envisager certaines formes assez bien définies dimensionnellement, mais la plupart devront être prises par usinage. De même, un post-traitement thermique doit être également envisagé à la fois pour augmenter la limite élastique et restaurer une certaine ductilité, accompagné d'une recristallisation et d'un détensionnement des contraintes résiduelles d'origine mécanique pendant le procédé cold spray. Je vous remercie de votre attention.